Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à la séance de jeudi après-midi alors que le Sénat a adopté contre toute attente une proposition de loi issue du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Un texte qui vise à pouvoir résilier sa complémentaire santé à tout moment et sans frais. Notez que le Sénat a fait cela avec une grande surprise contre toute attente puisqu'en commission, le Sénat s'était opposé au fait de pouvoir arrêter cette souscription à tout moment. Désormais, il sera possible, après 1 an de souscription, de pouvoir résilier sans frais sa complémentaire santé, souscrite auprès d'un institut de prévoyance, d'une mutuelle ou encore d'une assurance. Une mesure très favorable aux assurés, a jugé notamment le sénateur Les Républicains, Philippe Dallier. Il faut dire que c'était là une demande, notamment des instituts de consommateurs. Retour donc à cette séance qui s'est tenue jeudi au Sénat. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relative au droit de résiliation sans frais de contrat de complémentaire santé, à la demande du groupe de La République En Marche. Monsieur Michel Amiel, rapporteur de la Commission des affaires sociales, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame les ministres, mes chers collègues, l'assurance maladie complémentaire couvre plus de 95% de la population et finance 13% de la dépense de santé, représentant ainsi 36 milliards d'euros de cotisations collectées. Essentielle pour l'accès aux soins, cette protection constitue un poste de dépense lourd pour les ménages comme pour les entreprises, qui participent au financement de la couverture collective, désormais généralisée, de leurs patients. Et les organismes privés qui opèrent pour l'essentiel sur ce secteur ont fait face ces dernières années à d'importantes mutations. Ils sont encore appelés à s'adapter, notamment pour contribuer aux efforts en faveur du pouvoir d'achat des Français, comme cela leur a été demandé par le Président de la République dans le cadre du suivi de la réforme du reste à charge zéro. La proposition de loi portée à l'Assemblée nationale par le président du groupe La République En Marche s'inscrit dans ce contexte. Sans engager de révolution, elle suscite des réactions marquées, ce qui a conduit notre commission des affaires sociales à en rejeter le dispositif central en adoptant des amendements de nos collègues Philippe Mouiller et Jean-Marie Morisset. L'objectif initial de ce texte est ciblé, permettre aux assurés de résilier à tout moment leur contrat de complémentaire santé après la première année de souscription. C'est non pas une nouveauté, mais une souplesse donnée aux ménages comme aux entreprises. La possibilité de résilier un contrat d'assurance, y compris en santé, est en effet déjà possible à chaque échéance mensuelle, et ce droit n'est pas virtuel puisqu'il est de l'ordre de 15 à 20% des assurés qui s'en saisissent. La mesure proposée s'inscrit dans une tendance générale. La loi Hamon de 2014 a ouvert un droit à résiliation infra-annuelle pour les assurances auto et habitation. Dans un autre domaine, celui de l'assurance emprunteur, notre collègue Martial Bourquin a été à l'initiative d'une mesure visant à faciliter les résiliations de ces contrats. Ces évolutions ont répondu dans chacun des cas à 2 ambitions légitimes. La première, simplifier la vie des assurés. La seconde, accentuer la concurrence sur le marché au bénéfice in fine d'une meilleure protection des assurés. Si le texte transmis au Sénat s'inscrit dans cette droite lignée, il suscite toutefois des débats vifs et des réactions contrastées. Les principaux acteurs, mutuelles et institutions de prévoyance, se sont opposés à une mesure qui vient, selon eux, inutilement bouleverser les organismes dans un environnement qui a déjà connu d'importantes restructurations. Ils craignent, du fait de la particularité de l'assurance en santé, que le nomadisme entraîne des comportements opportunistes ou consuméristes susceptibles de porter atteinte aux mécanismes de mutualisation et de solidarité au détriment des assurés les plus fragiles, notamment les plus âgés. Certes, la santé n'est pas un bien comme un autre, nous en sommes tous intimement convaincus. Pour autant, faut-il voir dans l'assouplissement du droit à résiliation dont il est question un risque majeur de déstabilisation du secteur? À titre personnel, permettez-moi d'en douter.
Il m'a semblé, après avoir écouté les arguments des uns et des autres, que ce texte méritait une analyse plus nuancée. En toute honnêteté, il serait excessif de lui faire reporter une diminution significative des tarifs que certains espèrent ou une explosion des frais de gestion que d'autres redoutent. Même s'il s'agit de domaines tout à fait distincts, la loi Hamon n'a pas eu de tel effet sur le secteur des assurances dommages et nul ne songe aujourd'hui à revenir sur cette avancée. Si la santé n'est pas un bien comme les autres, le secteur de l'assurance complémentaire est quant à lui bel et bien un marché. Ce simple constat n'emporte aucun jugement de valeur. Mais nous sommes ici nombreux à régulièrement pointer du doigt l'insuffisante efficience de ces opérateurs en appelant à une modération de leurs frais de gestion ou à une plus grande transparence. Il me semble que ce texte pouvait apporter une pierre à l'édifice. En contribuant à créer les conditions de marché plus fluides, les opérateurs auraient intérêt à proposer de meilleures garanties aux meilleurs tarifs. Néanmoins, la commission des affaires sociales a considéré, après un large débat, que les dispositions introduites par ce texte soulevaient plus d'interrogations qu'elles n'apportaient de réponses. Elle a donc supprimé les articles 1, 2, 3 et 4 ouvrant la voie à la résiliation infra-annuelle des contrats santé proposés par les sociétés des assurances, les institutions de prévoyance ainsi que les mutuelles. Vous comprendrez que je regrette à titre personnel cette position. Nous aurons néanmoins dans le débat l'occasion de revenir sur ces sujets qui appellent, j'en conviens, des clarifications. Concernant les autres articles du texte introduit par l'Assemblée nationale, la Commission a maintenu l'article 3 bis qui complète l'information sur le taux de redistribution des contrats. Elle en a clarifié la portée dans un objectif toujours de lisibilité. La Commission a par ailleurs supprimé, sur ma proposition, 2 articles, 3 bis A et 3 ter, dont la portée effective n'a pas paru à la hauteur des enjeux auxquels ils font écho. S'il est essentiel de sécuriser la mise en œuvre du tiers payant en cas d'un plus grand turnover des contrats, le déploiement des services numériques par les organismes complémentaires doit aussi s'accompagner de l'équipement des professionnels et établissements de santé en outils adaptés. Quoique l'intention soit légitime, le suivi confié à l'UNOCAM, dont ce n'est pas le rôle, ne présente pas de ce point de vue une solution opérante. De même, en supprimant la demande de rapport destiné à évaluer les progrès en termes de lisibilité des contrats, la Commission n'a pas entendu remettre en cause l'impérieuse nécessité de traduire en actions concrètes les engagements pris en ce début d'année par les organismes complémentaires. La complexité des garanties offertes, en partie inhérente à notre système qui superpose 2 niveaux de prise en charge, est un réel frein pour comparer les contrats et tarifs et permettre à la concurrence de s'exercer sainement. Toutefois, la Commission a considéré qu'il serait redondant d'ajouter un nouveau rapport à ceux qui sont déjà produits. D'autres moyens de pression, plus opérationnels, sont à la main du pouvoir réglementaire, car le principe de lisibilité des contrats santé est déjà inscrit dans la loi. La Commission y sera attentive. Enfin, la Commission a adopté, à l'initiative de notre collègue Daniel Chassaing, un article visant à proscrire les pratiques de remboursement différencié dans les réseaux de soins. C'est une position déjà prise par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la Commission a adopté la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale après l'avoir ainsi, c'est le moins qu'on puisse dire, substantiellement modifiée, en supprimant 6 articles sur 7 et en ajoutant un nouvel article. Vous l'aurez bien compris, je ne partage pas une partie de ces choix et c'est en cohérence avec cette position que j'ai déposé en mon nom personnel des amendements. Toutefois, je vous invite en tant que rapporteur au nom de la Commission à adopter ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Yves Daudigny pour le groupe socialiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues,
La proposition de loi initiale, parce que nous ne savons plus très bien où nous en sommes après 2 réunions de commission d'expression contraire de la majorité du Sénat. Si vous le savez, tant mieux. La proposition de loi que nous examinons donc vise à permettre aux assurés, particuliers comme entreprises, de résilier sans frais et à tout moment, après la première année de souscription, leur contrat de complémentaire santé, que celui-ci ait été signé avec une mutuelle, une assurance ou une institution de prévoyance. Après des velléités de présentation sans concertation préalable d'un amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, le gouvernement a fait déposer une proposition de loi par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, s'exonérant ainsi de toute étude d'impact qui aurait été beaucoup plus utile pour éclairer nos débats que des sondages dépourvus de rigueur scientifique. Une proposition de loi donc qui apporte une mauvaise solution à un problème qui n'existe pas. Aujourd'hui, personne n'est prisonnier de sa complémentaire santé, peut en changer chaque année sans frais quand il est adhérent individuel et chacun doit en changer toujours sans frais lorsqu'il change d'employeur quand il est couvert dans le cadre d'un contrat de groupe. 1 an de réserve d'une part, 1 an de visibilité, 1 an de garantie pour l'assuré d'autre part, tel est le modèle prudentiel français de gestion. S'agit-il alors d'améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens, de réduire les inégalités, en particulier liées à l'âge, de baisser les coûts de gestion, de renforcer les actions de prévention conduites par nombre de mutuelles, de réduire le nombre, 4 millions, de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé? Hélas, aucune de ces questions n'appelle de réponse positive et je voudrais insister sur 3 points. Le sujet, parce qu'il s'agit bien de cela, des coûts de gestion des mutuelles peut être abordé en toute transparence. Les mutuelles, acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire, sont des sociétés de personnes à but non lucratif, ne rémunèrent pas d'actionnaires, sont gérées à l'équilibre conformément aux exigences prudentielles liées au risque, mettent en œuvre des services qui accompagnent les adhérents tout au long de la vie, partagent encore les risques entre les générations. L'évolution des cotisations est liée à celle des prestations. La taxe de solidarité additionnelle, TSA, est passée de 2,5% à 13,27% entre 2008 et 2012. Elle est majorée de 0,8% en 2019 en substitution au forfait patientèle. Quand les cotisations évoluent de plus 21% sur la période 2010-2017, les charges de prestations ont augmenté, elles, de plus 19%. La publicité et le marketing représentent 0,2% du budget du mouvement mutualiste. L'adoption, et là, Madame la Ministre, nous ne sommes pas d'accord, de la résiliation infra-annuelle ne pourrait que générer une hausse de ces frais de publicité pour fidéliser les adhérents, en conquérir de nouveaux. Une augmentation des entrées et des sorties entraînerait une augmentation en volume et en complexité de la gestion administrative, une hausse des coûts donc au détriment des assurés. Et il est tout de même paradoxal de regretter un régime où la concurrence règne, avec pour conséquence donc des frais de publicité jugés excessifs, et dans le même temps de vouloir mettre en place les conditions d'une concurrence totalement dérégulée. Et enfin, les mutuelles ont été, en 2017, DRES, les seuls opérateurs du secteur de la complémentaire santé à avoir baissé d'environ 2% leurs frais de gestion. Jean-Paul Benoît, président de la Fédération des mutuelles de France, s'exprime ainsi : « Le marché libéral et la concurrence dans le domaine de la santé et de la protection sociale augmentent les coûts et multiplient les inégalités. » Ce qui assure ma transition avec le second point. Cette proposition de loi, en réduisant la complémentaire santé à un bien de consommation courante, où la seule question qui vaille est le calcul coût-avantage pour soi-même et rien que pour soi-même, heurte le pilier de notre système de protection sociale, la valeur de solidarité. Elle profitera peut-être à des assurés solvables, plutôt jeunes, actifs, bien portants, à faible risque, dans une logique purement assurantielle. Encourageant l'individualisation des risques, accentuant la segmentation des populations, elle déstabilisera le principe de mutualisation sur lequel le modèle économique des mutuelles est assis. Elle fragilisera encore un peu plus les mécanismes de la solidarité intergénérationnelle. La dimension d'engagement
qui suppose une durée minimale de souscription sera affectée. L'assuré social deviendra une simple cible marketing. Les perdants seront les plus fragiles, en particulier les seniors qui sont les moins mobiles, les moins avertis. Couverts à 75% par des mutuelles, ils bénéficient aujourd'hui de tarifs trop élevés, maîtrisés grâce aux mécanismes de solidarité permis par la mutualisation. En revanche, les jeunes seront encouragés encore plus à individualiser leurs risques en se tournant vers les propositions les moins chères. Mécaniquement donc, les seniors seront privés d'une péréquation de solidarité entre eux et les jeunes assurés et la hausse de leurs cotisations sera inévitable. Ce projet contrevient à l'essence même du modèle prudentiel français. Il encourage l'individualisation du droit au détriment de logiques collectives et universelles. Alors, le risque de comportement opportunisme, consumérisme ou nomade sera certes bien sûr limité, mais réel, quand une partie importante des frais de santé pris en charge par les complémentaires correspondent à des dépenses programmables. Enfin, et ce sera le troisième point, cette proposition de loi, si elle est adoptée, sera un frein au développement du tiers payant. Grâce aux efforts de l'association Inter-AMC, créée en 2015 et regroupant tous les acteurs de la sphère complémentaire, 83% des assurés sont aujourd'hui couverts par des solutions techniques permettant aux professionnels de santé d'interroger en temps réel les droits et garanties des assurés. Les organismes complémentaires sont ainsi prêts à donner aux professionnels de santé des garanties de paiement sur présentation d'une carte de tiers payant. Avec la résiliation possible à tout moment, bien évident que le risque d'indu deviendrait difficile à maîtriser. C'est donc à raison que la Commission des affaires sociales, le 10 avril dernier, avait supprimé l'ensemble du texte issu de l'Assemblée nationale, à l'exception d'un article 3 bis qui porte sur les informations données à l'assuré. En cohérence avec nos positions depuis le début de l'examen du projet de loi, nous voterons contre les amendements de rétablissement du texte initial ou d'un texte proche auquel notre commission a, de façon un peu étonnante, donné des avis favorables dans sa deuxième réunion du 30 avril. Et nous avons déposé un amendement de suppression de l'article 3 bis AA, qui avait été lui aussi introduit en commission, qui vise à interdire de moduler les remboursements selon que l'assuré s'adresse ou non à un professionnel appartenant au réseau de santé de son organisme de complémentaire santé. Je rappelle très rapidement, les réseaux de soins sont basés sur des partenariats entre des mutuelles et des professionnels de santé qui s'engagent à respecter des critères de qualité précis et à modérer leurs tarifs. Leur objectif est de réduire le reste à charge des adhérents pour des prestations santé coûteuses. Leur rôle a été souligné par l'IGAS, la Cour des comptes ou encore l'autorité de la concurrence. Alors c'est vrai que la mise en œuvre des dispositifs reste à charge zéro interrogera certainement la complémentarité avec la différenciation des remboursements, mais rien ne justifie, à l'occasion de cette proposition de loi, de revenir sur la loi Leroux qui fut, en 2013, rappelons-le, totalement rédigée dans sa version définitive ici au Sénat. Je vais conclure, vous l'avez compris mes chers collègues, Madame la Ministre, parce que vous préférez la sélection par le marché pour d'hypothétiques gains de pouvoir d'achat, au risque de perte de qualité en matière de prise en charge, nous ne vous suivrons pas. Mais je voudrais terminer sur une note constructive. Pourquoi ne pas réfléchir à d'autres pistes? Moduler, par exemple, la taxe TSA, cette fameuse taxe sur les contrats de complémentaire santé, la moduler donc en fonction de l'âge des assurés. Voilà une mesure qui assurerait un réel gain de pouvoir d'achat aux retraités en réduisant leurs cotisations. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est au président Alain Milon pour le groupe Les Républicains pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, s'il nous fallait aujourd'hui construire un système d'assurance maladie, il ne fait pas de doute que nous procéderions autrement. Nous ne ferions pas le choix de plusieurs traitements successifs d'un même acte, ce qui se traduit par des coûts de transaction élevés. Nous ne ferions pas le choix d'un système inégalitaire
où les mieux portants sont mieux couverts pour un coût moins élevé. Nous ne ferions pas le choix de la coexistence de quelques 500 organismes complémentaires en situation de concurrence. Mais notre système actuel, à 2 étages, est le fruit de l'histoire. Et comme le gouvernement en fait l'expérience en matière de retraite, la refonte globale d'un système présente bien des écueils auxquels aucun gouvernement n'a souhaité s'affronter en matière de santé. Les gouvernements successifs se sont essayés pourtant à la réforme, mais avec des objectifs peu clairs, des orientations pas toujours cohérentes et, sans surprise, des résultats mitigés. La CMU-C, puis la CS, ont permis de couvrir les plus modestes, mais avec de forts effets de seuil et un taux de non-recours très élevé. L'ANI de janvier 2013 a porté une généralisation, mais au profit des seuls salariés. Les contrats responsables encadrent le contenu des garanties avec l'objectif sur les prix en laissant peu de marge sur le contenu des contrats. La fiscalité, levier fortement mobilisé, ponctionne une partie des profits réalisés, mais elle se retrouve dans les cotisations. Plus récemment, le reste à charge zéro tente une reconquête de pans entiers de la couverture sociale délaissée par le régime de base, l'optique, le dentaire, l'auditif, en encadrant davantage encore les complémentaires. Il résulte de ces différentes mesures un marché très administré, un corset réglementaire et fiscal sophistiqué, mais qui reste peu protecteur de ceux qui n'entrent dans aucun dispositif spécifique, je veux dire les jeunes, les inactifs, les retraités. Très complexe, le système comprend de larges poches d'inefficience, alors que les besoins en matière de santé vont croissant et nécessitent de valoriser chaque euro disponible pour les défis qui sont devant nous, le vieillissement de la population, la chronicisation des maladies ou encore les innovations coûteuses. Avec cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, le gouvernement privilégie un autre levier, celui du renforcement de la concurrence entre les acteurs en assouplissant les possibilités de résiliation des contrats au-delà de l'actuelle possibilité de résiliation annuelle à la date anniversaire du contrat. L'évaluation de l'impact en est difficile. Baisse des coûts et pouvoir d'achat pour les uns, risque de nomadisme et de mutualisation pour les autres. Les débats ont été nourris, y compris, ça a été dit plusieurs fois, au sein de la Commission des affaires sociales. Il me semble peu probable que cette disposition bouleverse l'économie des contrats collectifs des grandes entreprises. Celles-ci ont les moyens de sélectionner au mieux l'organisme qui leur convient et de gérer leur calendrier de résiliation, par ailleurs enserré dans un processus de négociation collective. Pour les plus petites entreprises, comme pour les adhésions individuelles, le texte apporte une souplesse supplémentaire par rapport à la possibilité de résiliation annuelle. Comment les acteurs vont-ils s'en saisir et quelles vont en être les conséquences sur le marché? Si on en croit les précédents, en particulier celui de la loi Hamon, le marché ne devrait pas s'en trouver bouleversé à l'excès. Sans doute moins que les ratios de solvabilité imposés par les normes internationales ou par la mise en œuvre du reste à charge zéro. Les cotisations ne devraient pas non plus baisser drastiquement sous l'effet de cette seule possibilité de résilier à tout moment. Au total, je pense que le texte soumis à notre examen renforce les possibilités de choix de leur complémentaire santé pour les individuels, en particulier les retraités et les petites entreprises. Il leur appartiendra de s'en saisir. Pour le reste, ce texte ne répond pas à lui seul aux enjeux du secteur qui restent considérables. Je pense à titre personnel, et là ça ne n'engage que moi, qu'il faut que la sécurité sociale se réapproprie l'ensemble des besoins de santé de base et des besoins essentiels de nos concitoyens conformément aux objectifs de ses fondateurs. Il faut donc opérer un décroisement des flux financiers au sein d'un ensemble devenu inextricable. Je pense qu'il faut un payeur unique
pour les professionnels et les établissements de santé pour mettre en œuvre un véritable tiers payant. Mais ceci, Madame la Ministre, est un autre débat. Nous aurons certainement l'occasion d'en discuter pour d'autres occasions. Dans l'immédiat, je voterai pour la possibilité, après 12 mois d'affiliation, de résilier un contrat de complémentaire santé à tout moment. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dire que cette proposition de loi a eu un parcours tumultueux est un doux euphémisme. À l'origine, la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé devait être annoncée par le Président de la République dans le cadre des mesures d'urgence de décembre dernier en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes. Puis, elle devait être intégrée à la loi Pacte, mais par crainte d'une censure du Conseil constitutionnel, elle a été reculée une seconde fois. Et finalement, c'est le groupe La République En Marche, majoritaire à l'Assemblée nationale, qui a déposé ce projet de loi déguisé et l'a fait adopter malgré les désaccords de plusieurs députés de son propre camp. Au Sénat, la droite sénatoriale s'est livrée à un volte-face en quelques semaines. En effet, lors de la première commission des affaires sociales, le groupe LR a vertement critiqué cette possibilité de résiliation des contrats, votant la suppression des articles correspondants. Le texte était alors vidé de son contenu, donc de sa raison d'être. Nous ne pouvions que nous réjouir, nous, au groupe communiste républicain citoyen écologiste, d'un tel positionnement pour des raisons que je développerai plus tard. Mais mardi dernier a vu un tout autre scénario, puisque la droite sénatoriale a déposé des amendements réécrivant le texte dans sa version originale. Il faut croire que la suspension parlementaire a modifié la donne. Mais alors, pourquoi ne pas avoir voté les amendements du rapporteur en totale adéquation avec ce revirement ? Sans vouloir commenter cet artifice, permettez-moi de souligner, mes chers collègues, que vous offrez un beau cadeau au gouvernement. Venons-en au fond du texte. Devant les députés, vous avez dit, Madame la Ministre, qu'avec ce texte, je cite, « c'est l'une des premières fois qu'on définit l'absence de reste à charge comme le résultat de l'intervention combinée des deux étages de l'assurance santé. L'assurance maladie obligatoire et la complémentaire, c'est pour tous les Français un progrès pour l'accès aux soins. » Fin de citation. Pour notre part, nous ne partageons pas votre avis et estimons au contraire qu'il s'agit d'un profond recul. Un recul pour l'assurance maladie qui ne peut prendre en charge à 100% les soins, fragilisés par les mauvais coups qui pleuvent sur ce système solidaire depuis des années, et l'obstination du gouvernement auquel vous appartenez, Madame la Ministre, de la priver du principe des cotisations est un véritable coup de butoir. Recul aussi pour toutes les personnes qui renoncent aux soins à cause des coûts des contrats. Selon le comparateur des assurances, le coût annuel d'une mutuelle santé atteint 1 732 € par an en moyenne pour un ou une retraitée, 980 € pour les personnes à la recherche d'un emploi et 482 € pour les étudiants. J'ajoute que la dernière publication de l'adresse a chiffré à 4 millions le nombre de personnes non couvertes par une complémentaire santé, alors même que celles qui en sont dépourvues renoncent 2 fois plus aux soins que les personnes qui sont couvertes. Vous voulez nous faire croire qu'accroître la concurrence sur le marché de l'assurance complémentaire santé, en permettant de résilier sans frais à tout moment les contrats, va diminuer leurs tarifs. Mais c'est faux. Le marché, et je dirais que c'est dans sa nature, suit l'unique objectif de la rentabilité financière et les effets bénéfiques en matière de baisse de tarifs sont rarement au rendez-vous ou alors avec une dégradation de la qualité des biens et des services. Nous avions d'ailleurs entendu le même discours lors de l'introduction d'un 4e opérateur téléphonique. Au final, les prix ont certes baissé, mais 10 000 emplois ont été détruits et nous avons maintenant pris un retard considérable dans le déploiement du haut débit. La concurrence accrue entre les opérateurs à tout moment de l'année pourrait même s'avérer contre-productive, puisque les frais de gestion vont mécaniquement augmenter à cause d'un plus grand turnover dans les contrats des adhérents et de l'augmentation des frais de publicité. Mais surtout, cette offensive libérale va affaiblir les principes mutualistes qui fondent notre protection sociale, la non-sélection du risque, l'égalité de traitement, la transparence, l'action sociale. En imposant des règles identiques aux instituts de prévoyance, aux assurances santé et aux mutuelles, vous allez encore accélérer le processus de rapprochement du mode de gestion des mutuelles à but non lucratif des sociétés d'assurance à but lucratif.
En ouvrant la possibilité de résilier un contrat au bout d'une année, vous remettez en cause le principe d'annualité des cotisations, qui est un élément du modèle économique qui permet de ne sélectionner ni le risque couvert ni la personne. Demain, avec des contrats plus courts, il faudra segmenter davantage les populations en fonction de leurs risques spécifiques face à la maladie, et les seniors seront alors les grands perdants de la réforme. Dans un secteur de plus en plus concentré, votre texte ne fera que renforcer les mastodontes de la bancassurance pour faire primer le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité. Madame la ministre, vous auriez pu consolider notre système de protection sociale et aller effectivement progressivement vers un 100% remboursé par la sécurité sociale. Dans tous les textes que vous nous proposez, ça n'est jamais le choix. Et quand j'entends le président Milon en intervention générale, il y a beaucoup de choses que je partage, mais il y a une chose que je ne peux pas partager, c'est la façon dont il chute, c'est-à-dire qu'il continue à poursuivre ce but finalement qui va vers le libéralisme. Donc nous n'avons pas les mêmes enseignements que lui, bien évidemment. En tout cas, la promotion de la concurrence entre les organismes complémentaires risque pour nous d'accroître les inégalités sociales dans l'accès aux soins. Autant de raisons qui font que notre groupe votera contre cette proposition de loi. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Vincent Segouin pour le groupe Les Républicains pour 6 minutes. Madame le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, il y a 3 mois, Gilles Legendre, chef de file des députés En Marche à l'Assemblée nationale, déposait une proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrat de complémentaire santé. D'emblée, on y précise de manière péremptoire que cette mesure donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. On croirait un mauvais slogan des années 80. On dit également, dans l'exposé des motifs, que compte tenu de l'ampleur des montants versés chaque année au titre des cotisations en matière d'assurance santé, 35,9 milliards d'euros en 2016, la proposition de loi vise à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance complémentaire santé. Pourtant, il n'y a aucun lien logique, d'après moi, entre le volume annuel des cotisations et l'accroissement souhaité de la concurrence. De la même manière, on avance des chiffres évoquant l'augmentation des tarifs de complémentaire santé entre 2018 et 2019, sans préciser que cette évolution est proche de celle des charges de prestation et qu'elle est la conséquence du fait que les OCAM ne peuvent être en déficit, contrairement à la sécurité sociale. Enfin, dans l'exposé, il est comparé le montant des frais de gestion entre les organismes complémentaires et la sécurité sociale. Je cite, « Les organismes complémentaires ont dépensé 20% des cotisations pour leurs frais de gestion, comparé à la sécurité sociale où ils sont inférieurs à 4%. Je pense que c'est le cœur du problème et l'origine de cette proposition de loi. En matière d'assurance, le législateur a déjà fait évoluer les choses sur les modalités de résiliation. Vous en parliez tout à l'heure, Madame le Ministre. En 2014, la loi Hamon, permettant à l'assuré de mettre un terme à son contrat d'assurance dommage privé, assurance automobile et habitation, et emprunteur, il est vrai, mais surtout automobile et habitation, à tout moment sans pénalité, rentrer en application. Il aurait donc été intéressant de voir l'impact de cette loi sur les prix et sur les effets escomptés avant de l'étendre aux contrats complémentaires santé. J'ai donc fait cet exercice. Les chiffres résultant des dispositions relatives aux assurances dans la loi Hamon montrent un nombre limité de résiliations. Ce faisant, ils ont pourtant entraîné des frais de gestion relativement importants pour les compagnies d'assurance et, in fine, sur les particuliers. Bilan, les cotisations de l'assurance dommage des particuliers n'ont pas diminué. D'autre part, je rappelle que le principe de l'assurance est de mutualiser et de provisionner. Nous, législateurs ou citoyens, exigeons une solidité financière des groupes d'assurance de plus en plus importante et, en parallèle, nous créons des lois pour faciliter les résiliations et pour mener une pression encore plus forte sur les prix. Est-ce logique?
Mais le fond du sujet n'est même pas là. Le fond du sujet, je vous le disais tout à l'heure, émane d'une comparaison entre les frais de gestion des différents organismes complémentaires et celui de la sécurité sociale. En effet, 80% des cotisations sont reversées en prestations et 20% pour les frais de gestion, alors que ceux de la sécurité sociale sont inférieurs à 4%. Je rappelle juste quelques éléments. Je rappelle que les cotisations de la sécurité sociale sont obligatoires. Il n'y a donc pas de frais de commercialisation, ni de publicité, ni de communication à faire. Je rappelle aussi que les cotisations de la sécurité sociale sont gérées et recouvrées par les URSSAF et ne sont pas calculées dans les frais de gestion de 4%. Enfin, je rappelle que la sécurité sociale est en déficit chaque année et que nous ne tenons pas compte de cet élément dans le calcul des frais de gestion. Alors comparons ce qui est comparable et vous constaterez que les frais de gestion de la sécurité sociale sont supérieurs à ceux des différents organismes complémentaires qui sans cesse subissent les effets de la concurrence. La preuve, depuis 2001, le nombre des mutuelles a été divisé par 3 et le nombre d'instituts de prévoyance par 2. Si, contrairement à ce que nous pourrions penser, le bénéfice et le marché étaient si florissants, nous constaterions un développement et non une diminution des acteurs du secteur. Depuis plusieurs années, l'État a fait le choix de diminuer le niveau des prestations de santé ou la prise en charge. En conséquence, les remboursements aux frais médicaux de la sécurité sociale ont diminué, tandis que les frais pris en charge par les complémentaires santé ont augmenté. L'augmentation constatée entre 2018 et 2019, qui a été rappelée par mon collègue tout à l'heure, en est la conséquence directe. Pour limiter les coûts, les mutuelles ou les organismes complémentaires ont développé des réseaux de santé, surtout en optique. On en parlait il n'y a pas encore très longtemps, pour limiter et contrôler les dépenses dans l'intérêt des consommateurs. Ces derniers ayant libre choix d'en profiter ou pas. À l'article 3 bis, vous souhaitez la suppression des remboursements différenciés dans le réseau de soins. Que faut-il en déduire? D'un côté, on cherche l'intérêt du consommateur en lui permettant de résilier à tout moment sa complémentaire santé et mener une guerre des prix pour gagner du pouvoir d'achat. Mais dans le même texte, on demande la suppression des réseaux de santé qui ont prouvé qu'ils limitaient les coûts de dépenses de santé et amélioraient le pouvoir d'achat des bénéficiaires. Que faut-il en conclure? Pour finir, je dirais que sous couvert de rendre du pouvoir d'achat, objectif que nous partageons tous, on propose un texte qui sera véritablement contre-productif. Cette proposition de loi est typiquement ce qu'on pourrait qualifier une fausse bonne idée. La santé n'est pas un marché comme un autre. Il serait dangereux de déstabiliser le principe de solidarité qui prévaut dans notre société. Si tel est le chemin que nous voulons prendre, pour une raison ou une autre, réfléchissons de manière globale. Merci. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la Commission. Monsieur le Président Milon souhaite intervenir. Oui, Monsieur le Président, merci. Je souhaite simplement demander, la Commission, demande la priorité sur les amendements numéro 1 rectifié à l'article 1er, sur le 2 rectifié ter à l'article 2, 1 rectifié ter à l'article 1er, 2 rectifié ter à l'article 2 et 3 rectifié ter à l'article 3, conformément au règlement du Sénat. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur Daudigny. Ah d'accord. Donc je suis saisi d'une demande de priorité de la Commission sur les amendements 1 rectifié ter à l'article 1er, 2 rectifié ter à l'article 2, 3 rectifié ter à l'article 3, ainsi que les sous-amendements portant sur ces amendements, afin qu'ils soient mis aux voix avant les autres amendements en discussion commune. Selon l'article 44, alinéa 6 de notre règlement, la priorité de droit quand elle est demandée par la Commission saisie au fond, ce qui est le cas, sauf opposition du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité, Madame la Ministre? Favorable. Pardon? Favorable? Favorable. Favorable. J'avais entendu, mais je préfère que tout le monde l'entende. Donc, si le Gouvernement est d'accord, donc la priorité est ordonnée et nous commençons donc la discussion des amendements sur l'article 1er qui a été supprimé. Il y a 6 amendements en discussion commune. Le premier, c'est le 14. C'est Monsieur Lévrier qui le présente. Monsieur Amiel. Non, c'est la présentation des amendements et après, c'est la priorité sur le vote. Donc, on discute des amendements et ensuite, on fait la priorité sur le vote. Monsieur Lévrier ou Monsieur Amiel.
Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement à l'article 1er de la proposition de loi, supprimé par la Commission des affaires sociales, ouvrait la possibilité de résilier sans frais, à tout moment, au-delà de la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé proposés par les sociétés d'assurance. Cet amendement vise à rétablir cet article qui constituait, avec les articles 2 et 3 également supprimés, le cœur du dispositif de la proposition de loi, en y intégrant plusieurs modifications essentiellement formelles, tendant à rétablir le formalisme de la lettre recommandée, et c'est important, en cas de résiliation à l'initiative de l'assureur ou dans d'autres cas sujets à contentieux, de procéder à des harmonisations rédactionnelles avec la terminologie retenue par l'ordonnance de 2017 sur la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier, et enfin supprimer certaines formulations ambiguës. Je vous remercie. Merci. Amendement identique, le numéro 20, Madame la Ministre. Identique, Monsieur le Président. Défendu. C'est identique. C'est identique. D'accord. L'amendement numéro 1, Monsieur Dallier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. Avant de présenter cet amendement, je rappellerai à notre collègue Laurence Cohen que j'avais déjà déposé les mêmes au moment de la loi Pacte. Donc le fait que je les ai redéposés ici tient plutôt aux circonstances et à ce qui s'est passé en commission que je n'attendais pas. Voilà ce qui m'a conduit à les redéposer et absolument pas je ne sais quelle stratégie de groupe, les Républicains ou pas les Républicains. Non. Si je les ai redéposés, c'est parce qu'effectivement, je crois qu'ils répondent à un vrai problème, une vraie question. Et je ne crois pas non plus que l'apocalypse que nous a décrite notre collègue Daudigny en discussion générale surviendrait si jamais, effectivement, nous adoptions ces dispositions qui donneront simplement la possibilité aux assurés de résilier à tout moment après un an. Je pense qu'effectivement, ça va introduire effectivement de la concurrence. Oui. Certains craignent que les frais de communication s'emballent. Moi, je ne le pense pas. Je pense que ça poussera plutôt les organismes à offrir des services de meilleure qualité au meilleur coût. Je suis véritablement persuadé de cela. Donc je ne crois pas effectivement au scénario catastrophe de notre collègue Daudigny. Et j'ai déposé et redéposé ces amendements. Je ne vais pas développer beaucoup plus parce que je pense que tout a été dit. Mais je les redépose parce que je crois effectivement que ça va dans le sens de l'intérêt de ceux qui effectivement souscrivent à ces contrats. Merci, chers collègues. Donc, 3 sous-amendements à cet amendement numéro 1. Le sous-amendement 24, Monsieur Séguin. Alors, cet amendement fait suite à l'objectif louable de simplification des résiliations. Seulement, ça fragilise l'exercice des droits des assurés et crée de l'insécurité juridique chez eux. En effet, la lettre recommandée et l'envoi recommandé électronique apportent la sécurité juridique de l'acte et surtout les dates précises de souscription des contrats. Donc pour l'assureur, maintenant, il devra confirmer par écrit la réception de la notification de résiliation. Nous pensons que ça va créer de nouveaux contentieux et encore des frais supplémentaires qui seront encore comparés aux frais de gestion de la sécurité sociale plus tard. Donc pour ces raisons, le présent sous-amendement propose de supprimer les dispositions introduites à l'Assemblée nationale relatives aux modalités de résiliation. Merci. Le sous-amendement 8, Monsieur Bacher. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission. Cet amendement, il essaye d'être cohérent comme cette proposition de loi est soi-disant cohérente. Il est cohérent parce qu'on avait dit qu'il fallait sur l'année pouvoir résilier sur les multirisques. Là, ce texte le propose sur la santé. Cet amendement, et je le présenterai qu'une seule fois pour les 2 autres sous-amendements qui viendront aux 2 autres articles, c'est la même idée, étend le sujet à la prévoyance. Pourquoi la prévoyance serait-elle exclue du système? Je ne le comprends pas, sauf à vouloir viser uniquement les complémentaires santé qui n'auraient pas obéi suffisamment à une volonté gouvernementale. Mais ça, je ne peux pas le croire. Donc ceci est un amendement de cohérence pour toutes les assurances. Au bout d'un an, eh bien, on doit pouvoir résilier. Le sujet n'est pas mesquin, il s'agit de plusieurs milliards d'euros. C'est entre 13 et 19 milliards, ça dépend ce que vous prenez. Et les complémentaires santé sont souvent liés aussi à la prévoyance. C'est bien souvent le même contrat qui est pris. L'appel d'offres est souvent pas assez scindé, pas assez alloti.
Et donc, il y a là quelque chose à faire. Je pense que c'est un sous-amendement de cohérence. Merci, cher collègue. L'amendement 26, Monsieur Séguin. Alors, ce sous-amendement a pour objet de rappeler que le droit de résiliation n'est pas ouvert dans le cadre des contrats collectifs d'entreprise à l'assuré dès lors qu'il n'est pas le souscripteur du contrat. Le présent sous-amendement vise à préciser que ce sont l'ensemble des contrats collectifs d'entreprise souscrits par les employeurs au profit de leurs salariés qui sont visés, qu'ils soient adhésion obligatoire ou facultative. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Sur les sous-amendements, En discussion commune. Alors, concernant le sous-amendement 24, l'Assemblée nationale avait décidé d'assouplir les modalités de résiliation des contrats d'assurance et la rédaction des amendements 14 et 20 apporte une réponse partielle en rétablissant le formalisme de l'envoi recommandé dans plusieurs situations sources de contentieux. Pour d'autres assouplissements qui pouvaient paraître justifiés dans une optique de simplification. Donc il n'y a pas de raison d'introduire des modalités distinctes selon la nature de l'organisme, mutuelle, IP ou compagnie d'assurance. Pour cette raison, c'est un avis défavorable. 24. Sur le sous-amendement 24. Le 24. Alors, le 24, le texte prévoit d'une manière justifiée qu'il appartient au seul employeur de pouvoir résilier un contrat à tout moment, dès lors que le salarié assuré doit souscrire obligatoirement au contrat. Les contrats de complémentaire santé sont à adhésion obligatoire, je le rappelle. Il peut toutefois y avoir des garanties de type surcomplémentaire qui seraient à adhésion facultative. Dans ce cas, il semble toutefois qu'il soit normal que l'assuré puisse décider de résilier le contrat pour ce qui le concerne, y compris de façon infra-annuelle. C'est un avis défavorable. Le 8, c'est ça? Oui. Oui. La question de l'extension du droit à résiliation infra-annuelle au contrat de prévoyance se pose effectivement, mais les enjeux financiers sont lourds, notamment pour les entreprises qui proposent ces garanties à leurs salariés, de façon souvent concomitante avec les contrats de complémentaire santé. Pour autant, au vu des interrogations et aux débats parfois polémiques que soulève déjà ce texte, il a paru précipité d'en étendre le champ. Les modalités de tarification complexes des garanties prévoyance nécessiteraient au préalable une concertation avec les organismes qui les proposent, raison pour laquelle je demande un retrait, sinon avis défavorable. Le 26. Le 26, je l'ai lu avant. Alors, c'est défavorable sur le 26. Oui, les trois étaient défavorables. Et sur le premier? Alors, sur le premier. Et ensuite sur le 14 et sur le 20 14, 20 et 1, en fait, qui sont discutés de façon concomitante. On est bien d'accord? Oui, mais l'avis de la commission sur ces amendements. La commission a décidé de donner un avis favorable à l'amendement 1 et défavorable aux amendements 14 et 20, bien qu'il faut le rappeler, ces trois amendements ont le même objectif. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement de Monsieur le sénateur Dallier vise à rétablir l'article 1er de la proposition de loi et donc permet de résilier sans frais à tout moment au-delà de la première année les contrats de complémentaire santé. Nous avons donc des objectifs convergents. Vous avez un amendement qui diffère un peu de façon essentiellement formelle des amendements du gouvernement et donc pour cette raison, comme j'ai dit que nos objectifs convergeaient, je ne vais pas m'en remettre à la sagesse de l'hémicycle, mais la sagesse du gouvernement sera de ne pas s'opposer à votre amendement, Monsieur Dallier. J'émets donc un avis favorable. Par contre, j'émets un avis défavorable aux trois sous-amendements. D'accord. Merci, Madame la ministre. Oui, Madame Gréaume, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le gouvernement et la droite sénatoriale semblent donc d'accord pour réécrire la proposition de loi dans sa version originale et ainsi autoriser la résiliation des contrats des complémentaires santé à partir d'1 an pour les sociétés d'assurance. Accroître la concurrence dans le domaine de l'assurance complémentaire santé revient à s'en remettre au marché pour assurer l'égal accès aux soins. Mais contrairement au discours porté par les chantres du libéralisme économique, la santé n'est pas une marchandise.
Et accroître la concurrence entre les acteurs de la santé n'est absolument pas un gage d'une amélioration de l'accès aux soins, bien au contraire. Ce texte va renforcer les mastodontes de la banque assurance pour faire primer le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité et développer des contrats de santé low cost. Vous mettez fin au principe de la redistribution entre bien portants et malades, ainsi qu'entre riches et pauvres, au profit d'une logique d'individualisation des risques en fonction de l'âge, de l'état de santé, des habitudes de vie de chacun. En réalité, le gouvernement refuse de s'attaquer au vrai problème des inégalités d'accès aux soins dans notre pays. Si vous aviez réellement voulu réduire le reste à charge des assurés, il fallait diminuer les taxes sur les contrats des complémentaires santé plutôt que de les augmenter. Mais surtout, il aurait fallu arrêter d'exonérer et supprimer les cotisations patronales qui grèvent le budget de la sécurité sociale et empêchent d'envisager une augmentation du champ des remboursements de l'assurance maladie. Le libéralisme n'est pas la solution, mais le problème. La parole est à Monsieur Bacher pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, il va falloir m'expliquer un peu la cohérence de tout cela. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Et c'est bien ça ma crainte. Soit ce texte est là pour le consommateur, et auquel cas, ce que j'ai entendu de la part de Monsieur le rapporteur ne fait pas sens, car il s'intéresse au sujet des entreprises, des mutuelles. Et il dit, les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, en termes de gestion actif-passif, ce n'est pas la même chose, c'est certain. Mais ce n'est pas le point de vue qui a été apporté sur ce texte. Sur ce texte, on s'est intéressé aux consommateurs, on ne s'est jamais intéressé aux mutuelles ou aux assurances pour savoir si ça leur posait un problème en leur changeant les choses sur la santé. On ne s'y est jamais intéressé. Et c'est d'ailleurs ce que vient de rappeler mon collègue Morisset à l'instant. Jamais, pas d'étude d'impact. Mais pour la prévoyance, là, là, il faudrait faire une étude d'impact. Évidemment qu'il faudrait en faire une. Évidemment. Mais je veux montrer par là aussi l'absurdité du système que vous êtes en train de nous proposer. C'est absurde. Quelles sont les règles européennes en la matière? Car lorsqu'il s'agit d'assurance, il s'agit de règles européennes et mondiales. Il s'agit de Bâle III. Eh oui. Alors, que font nos entreprises? Qu'est-ce qui s'impose à nos collègues étrangers? Nous n'en savons rien. On voit bien qu'on est dans l'amateurisme complet sur ce sujet. Et c'est ça que je viens clairement dénoncer. Alors, soit on essaye d'être cohérent, et on peut décaler les dates pour dire faisons les études d'impact, regardons, améliorons. Mais là, je vois des positions qui n'ont pas de cohérence. Je maintiendrai donc ce sous-amendement. Merci, chers collègues. Monsieur Mouillet, pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je vais être assez rapide puisque mon collègue Morisset a eu l'occasion de largement développer les arguments. Simplement pour dire que je serai aussi défavorable sur cet amendement. Oui, tout à fait. Avec, dans tous les cas, le fait de marquer que je ne suis pas contre du tout la concurrence. Mais l'enjeu, ça est évoqué par le président Milon, c'est certainement de travailler la relation entre l'assurance maladie et les mutuelles santé, complémentaires santé, dans leur globalité. Alors que là, on aborde un aspect particulier, qui est un aspect, j'irais, motivé par la concurrence, mais je crois qu'une vision globale semble nécessaire. Et d'ailleurs, on a dû pouvoir, au cours des différentes interventions des uns et des autres, les chiffres changent, les chiffres sont souvent erronés. Je crois qu'il y a surtout une mauvaise connaissance du fonctionnement, et je crois que si on veut comparer les complémentaires santé et l'assurance maladie, il faut pouvoir comparer avec les mêmes champs d'intervention. Je voudrais aborder 3 points particuliers qui ont été très peu évoqués, qui m'inquiètent énormément à travers ce texte sur les incidences, notamment sur l'aspect qualitatif des complémentaires santé. Puisqu'on est à la fois d'un côté des mutuelles, à côté des assurances, et donc face à cette démarche-là, et notamment cette volonté concurrentielle, au-delà de l'aspect tarif qui a été beaucoup évoqué, il y a aussi un vrai risque sur l'aspect qualitatif et contenu des complémentaires santé. Et je souhaiterais justement évoquer un risque notamment de situations d'imprévus qui seraient non couvertes par une approche purement concurrentielle qui aurait une tendance à tirer vers le bas le contenu des prestations.
Je voudrais aussi évoquer la problématique des plus de 65 ans, car on sait que leur risque est généralement réparti sur l'ensemble des populations. Et de nouveau, le nomadisme risque d'avoir une incidence directe sur les cotisations liées aux plus de 65 ans, de par la non-répartition du risque. Et ensuite, je terminerai par deux aspects purement techniques, qui sont plutôt le retour des professionnels de santé. Tout d'abord, sur l'aspect de la complexité concernant l'opérationnalité de la mesure, car en matière de télétransmission aujourd'hui, entre la sécurité sociale et les complémentaires santé, il y a déjà des difficultés. Et donc, le fait de pouvoir changer en cours d'année de façon relativement rapide risque de renvoyer d'autres sujets concernant notamment les remboursements. Et dernier point, ça a déjà été évoqué, concerne le tiers payant, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé gèrent directement leurs relations avec leur clientèle. Et donc, notamment, on risque d'avoir un risque d'indu important avec des complémentaires santé qui ne soient pas forcément toujours à jour de par la fluctuation. Voilà, donc quelques éléments complémentaires que je voulais apporter à ce débat-là. En tous les cas, vous avez bien compris que je ne serai pas favorable à cet amendement. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Daudigny pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous voterons contre les amendements de rétablissement. Je ne reviens pas sur l'argumentation déjà développée, mais je voudrais préciser quelques points. Le premier, sur les dispositifs de résiliation en assurance. Ceux qui ont été évoqués jusqu'à maintenant s'appliquaient à des contrats obligatoires, assurance automobile, habitation, prêt immobilier. Or, pour les assurances complémentaires particuliers, il s'agit là d'assurances non obligatoires et d'une certaine façon, c'est un peu un saut dans l'inconnu. Deuxième remarque, cette proposition, quoi que l'on puisse en dire, remet bien en cause ce qui est l'un des fondements du financement des actes médicaux et des frais de santé, la présomption de couverture lors de la présentation d'une carte d'adhérent à une complémentaire santé. Cette mesure, je l'ai déjà dit, mais c'est important, ne facilitera pas le développement du tiers payant. Troisième observation, l'un de nos collègues a souligné le caractère symbolique de ce texte. Oui, il s'agit d'un symbole très fort. C'est le triomphe de la concurrence comme philosophie dans la protection sociale. Or, nous sommes nombreux à penser que la solidarité n'est pas soluble avec la concurrence, n'est pas soluble avec une logique de court terme, et beaucoup se sont exprimés sur ce point. Point suivant, quatrième remarque. L'insuffisance de concurrence dans le secteur de la complémentaire santé est une idée reçue, alors même que le secteur comporte, ce qui a été dit tout à l'heure par notre président de commission, près de 500 opérateurs et que le résultat net dégagé par les mutuelles ne représente que 0,7% de l'ensemble des cotisations collectées. Je fais d'ailleurs remarquer que la CPR, l'autorité de contrôle, elle dénombre 742 organismes, 285 sociétés d'assurance, 36 institutions de prévoyance et 421 mutuelles de santé, dont on sait qu'elles sont régies par 3 codes différents. Et enfin, la dernière remarque. Il a été, dans notre débat, assez peu souvent évoqué le fait que la cotisation inclut la taxe, la TSA, qui va dépasser, nous le savons, 14% pour l'année 2019. Et il est intéressant de rappeler la destination de cette taxe. Elle sert prioritairement au financement de la CMU-C, c'est-à-dire à l'assurance des personnes les plus fragiles, et les compléments qui ne sont pas utilisés pour la CMU-C reviennent au budget de la sécurité sociale sur 2 caisses, ce qui est un peu curieux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à M. Grémillet pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Moi, je soutiens complètement l'amendement de notre collègue Dallier. J'ai l'impression de revivre ce qu'on a eu comme débat et comme passion lorsqu'on a examiné un texte, notamment sur l'assurance emprunteur. On est dans la même situation. À l'époque, j'étais rapporteur et effectivement, nous avions eu le même déchaînement de la part des banquiers nous disant que ce n'était pas possible, qu'on allait mettre en situation de fragilité et effectivement, beaucoup de passion s'étaient déchaînées. Et à l'époque, et je crois que notre motivation d'aujourd'hui est un peu de la même nature. À l'époque, pour nous, ce qui était le sujet, c'était les personnes les plus fragiles. Et effectivement, ce qui est proposé à cet instant l'intègre bien. Et c'est pour ça que je souhaitais intervenir pour apporter tout ce soutien,
parce qu'il est dans la même nature. La nature, effectivement, il y a des économies possibles, effectivement, il y a une dynamique possible à donner, et effectivement, on n'est pas dans une situation de mettre en situation de fragilité les personnes les plus exposées. Ce qu'on aurait pu craindre, mais je pense que ce qui a été proposé à cet instant est très équilibré. C'est pour ça que je soutiens cet amendement. Merci. Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous souhaitiez apporter quelques précisions ? Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais apporter quelques réponses. D'abord, je voulais vous faire part de ma surprise quand Madame la sénatrice Gréaume parle de supprimer les taxes sur les complémentaires santé. Quand on sait que les taxes financent la CMU-C, j'avoue que les bras m'en tombent. Ensuite, je voudrais parler à Monsieur le sénateur Bachet concernant son amendement. J'ai oublié de vous répondre, monsieur le sénateur. En fait, nous avons bien en tête que les contrats de prévoyance mixtes qui ont une complémentaire santé sont visés par la loi, évidemment, et donc ça figurera dans le décret. Quand il s'agit de contrats de prévoyance pure, sans l'aspect santé, il nous semble que ça couvre des risques plus longs, plus lourds. Il nous faudrait voir l'impact de cette mesure. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas envisagé de mettre ces contrats-là dans la loi. Enfin, j'entends tous les argumentaires sur le fait que les complémentaires ont des frais de gestion légitimement plus importants que ceux de l'assurance maladie, et nous ne le nions pas. Il n'y a absolument... nous ne le nions pas. Les complémentaires traitent autant de dossiers que l'assurance maladie pour un taux de remboursement plus faible. Donc, automatiquement, mécaniquement, elles ont évidemment des frais de gestion plus importants. Pour autant, c'est la croissance des frais de gestion qui n'est pas compréhensible. Ils sont plus élevés que l'inflation, ils sont plus élevés que l'ONDAM, ils sont plus élevés que les dépenses d'assurance maladie payées par l'assurance maladie. Donc, où va cet argent? Et c'est là-dessus que nous souhaitons évidemment avoir une diminution de ces frais de gestion. Il est pas question dans notre esprit de ramener les frais de gestion des complémentaires santé à ceux de l'assurance maladie, puisque nous entendons bien les différences. Voilà, donc je souhaitais clarifier ça. Par ailleurs, ça n'est pas une révolution. Soyons clairs, aujourd'hui, les citoyens peuvent résilier leur contrat d'assurance tous les ans. Je ne pense pas que le fait de pouvoir les résilier 2 mois avant va entraîner un désastre pour le secteur assurantiel. Et donc, il me semble que c'est une proposition de loi de bon sens qui améliore la liberté pour les assurés, qui va mettre un peu de pression sur les assureurs pour réduire leurs frais de gestion, mais ça n'est pas un bouleversement par rapport à l'existant. Voilà. Merci, Madame la Ministre. Donc, je vais mettre aux voix... Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Très rapidement, Monsieur le Président, Madame la Ministre... Donc, si vous voulez, à partir du moment où le changement de mutuelle sera bien notifié, si vous voulez, sur le dossier pharmaceutique, le fait que ce changement ne peut pas être réalisé avant 1 an, donc c'est que ça enlève quand même le nomadisme. Et je pense que la concurrence peut très bien être organisée dans le cadre du financement de la santé pour améliorer le coût du fonctionnement, puisque 47% d'augmentation des frais de fonctionnement ont eu lieu depuis une décennie. Merci. Merci, Madame Cohen, pour explication de vote. Moi, je serais navrée de laisser Madame la Ministre avec les bras qui lui en tombent, donc je vais lui donner quelques petites explications. Je veux juste souligner que la CMU-C, c'est une responsabilité de l'État. Donc il ne faut pas que vous confondiez les choses, Madame la Ministre, si je puis me permettre. Voilà. Et que les arguments de ma collègue Michèle Gréaume étaient tout à fait pertinents et justifiés. Et que les recettes qui sont proposées par le gouvernement, nous l'avons dit, mais il vaut mieux le répéter, puisque visiblement... quand on le dit dans cet hémicycle, c'est pas entendu. D'ailleurs, comme quand le disent et le réclament les mouvements sociaux qui se mobilisent depuis des mois, nous le redisons, il y a d'autres mesures pour renforcer notre système de protection sociale, et ça passe par un renforcement de la sécurité sociale pour parvenir à un 100% au lieu de favoriser toujours le système assurantiel. C'est une course effrénée qui finalement va pénaliser les assurés sociaux et parmi lesquels les plus fragiles. Donc je voulais livrer cet argument pour que nous soyons sur le même niveau de réflexion et que personne ne tombe à la renverse. Merci, chers collègues. Donc je vais mettre aux voix. Donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public. D'abord, je voudrais savoir si les sous-amendements sont maintenus.
Les sous-amendements sont maintenus, M. Seguin? M. Bachere aussi. Donc je vais mettre aux voix, puisque j'ai été saisi d'une demande de scrutin public donc sur l'amendement 1, mais aussi sur le sous-amendement du coup 24 et sous-amendement 26. Donc on commence par le vote sur les sous-amendements. Donc on va proposer au vote le sous-amendement 24 de M. Seguin avec un avis de la commission défavorable et un avis du gouvernement défavorable. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Du scrutin 82 sur le sous-amendement 24, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 337, pour l'adoption 7, contre 330. Le Sénat n'a pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 8 de M. Bachere. Le sous-amendement 8 de M. Bachere avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Est-ce que le sous-amendement 26 est retiré? Merci, M. Seguin. Donc, mais attendez, on est en plein dans le vote là. Je suis après, d'accord. Donc je suis saisi, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public sur l'amendement 1, sous-amendé par non pas sous-amendé d'ailleurs. L'amendement 1 rectifié terre avec un avis favorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Du scrutin 83 sur l'amendement numéro 1 rectifié terre, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Le nombre de votants 331, nombre de suffrages exprimés 327, pour l'adoption 225, contre 102. Le Sénat a adopté. Donc la parole est au président Kanner pour un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Un rappel au règlement en lien avec la mission de contrôle du Sénat sur l'action portée par le gouvernement, Madame la Ministre. Les chaînes d'infos sont aujourd'hui mobilisées en boucle sur l'affaire de la Pitié-Salpêtrière. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous avoir au banc des ministres et je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement. Je souhaiterais simplement savoir, au nom de mon groupe, mais je pense aussi au nom de l'ensemble des parlementaires ici présents, ce qui s'est réellement passé hier dans cet hôpital. Hier soir, les premiers mots étaient extrêmement durs. Exactions, attaques irresponsables, beaucoup, j'ai envie de dire, d'événements et de propos, peut-être mettant de l'huile sur le feu, si vous me permettez l'expression, notamment portés par le ministre de l'Intérieur. Très vite, des témoignages contraires ont montré que peut-être nous étions en face d'un mouvement de panique et de personnes qui voulaient simplement se sauver et se protéger d'actions qui ne les concernaient pas, donc de manifestants pacifiques qui se sont retrouvés en grande difficulté et qui ont cherché dans l'hôpital un lieu de protection, même s'il y a pu y avoir des mouvements de panique divers et variés qui ont amené peut-être à des dégradations que je condamne. Et ici, tous les parlementaires condamnent toute forme d'attaque, de dégradation contre les forces publiques ou contre les services publics en général. Donc, Madame la Ministre, vous étiez présente ce matin avec Martin Hirsch sur le site. Que s'est-il réellement passé? Faut-il suivre les conclusions de M. Castaner ou faut-il plutôt vous suivre, puisque manifestement, vous avez été bien plus prudente dans votre explication il y a quelques heures. Merci de bien vouloir informer la représentation nationale de la réalité des faits. Merci au président Kanner pour une question au gouvernement plus qu'un rappel au règlement, si j'ai bien compris. Je ne sais pas si Madame la ministre souhaite répondre ou pas. Donc, acte. Bon. Madame la ministre, quelques précisions. Écoutez, je crois que ce n'est pas le lieu puisque c'est une niche parlementaire en marche. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une enquête en cours puisqu'il y a un dépôt de plainte par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et peut-être pour être vraiment clair avec vous, je pense qu'il y a eu différents temps. C'est-à-dire un temps à l'entrée de l'hôpital, au niveau des grilles, puis un temps
sur une passerelle qui menait à une réanimation. Et donc je pense que l'enquête clarifiera les responsabilités, la volonté d'agression ou pas, en fonction de ces différents moments. Je n'irai pas plus loin puisque l'enquête est en cours. Merci Madame la Ministre. Acte est donné de votre rappel au règlement. Et nous poursuivons donc l'examen de cette proposition de loi avec l'article 2 qui a été supprimé. 4 amendements en discussion commune, donc 2 amendements identiques. Le premier, le 15, c'est Monsieur Lévrier ou Monsieur Amiel? Monsieur Lévrier. Merci Monsieur le Président. L'article 2 de la proposition de loi supprimée par la Commission des affaires sociales ouvrait la possibilité de résilier sans frais à tout moment au-delà de la première année de souscription des contrats de complémentaire santé proposés par les instructions de prévoyance régies par le Code de la sécurité sociale. Cet amendement vise à rétablir cet article qui constituait, avec les articles 1 premier et 3e également supprimés, le cœur du dispositif de la proposition de loi. Il apporte ajustement à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en procédant à des harmonisations rédactionnelles ou à la suppression de mentions ambiguës et en rétablissant le formalisme de la lettre recommandée dans certains cas sujets à contentieux. Merci. Merci Madame la Ministre. L'amendement 21. Identique. Identique. Donc défendu. L'amendement 2, Monsieur Dallier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, on va considérer qu'il est défendu parce que sinon on va refaire exactement le même argumentaire. Donc celui-ci est défendu et le suivant, pour ce qui me concerne, pourra également être considéré comme défendu. Monsieur Bacher, le sous-amendement 9, défendu. Par cohérence, il est retiré. Et, par cohérence, le suivant le sera aussi. Merci, chers collègues. Donc l'avis de la Commission sur les 3 amendements. Par cohérence, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un avis favorable à l'amendement 2 et défavorable aux amendements 15 et 21. Mais bien évidemment, c'est exactement la même chose que ce qui a été débattu précédemment. D'accord. Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Donc j'ai été saisi... Pardon. Oui. J'ai une demande... C'est Madame Aporsopoli. Madame Aporsopoli, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour notre part, nous sommes opposés au rétablissement de l'article 2 qui autorisait la résiliation des contrats des instituts de prévoyance au bout d'1 an. Nous ne sommes pas les seuls à être opposés à cet article. Les instituts de prévoyance et de mutualité françaises ont fait part des risques d'augmentation des coûts de gestion et donc des tarifs des contrats. Les 5 confédérations syndicales vous ont adressé un courrier commun pour dénoncer un dispositif qui va à l'encontre de la liberté de négociation collective d'entreprise et de branche, tandis que les associations de patients vous ont alerté sur les effets pervers de la résiliation infra-annuelle des contrats des complémentaires santé. Enfin, y compris dans votre majorité à l'Assemblée nationale, certains ont dénoncé les risques de ce texte, à l'image de votre collègue Guillaume Chiche qui a défendu des amendements de suppression car, je cite, « Les jeunes vont aller vers les offres les moins chères, aux moindres couvertures, cela va mécaniquement faire augmenter les tarifs des seniors ». Ce texte est donc pour notre groupe à la fois contre-productif et dangereux pour l'accès aux soins des plus précaires. Madame la Ministre, lorsqu'autant de personnes de sensibilités politiques diverses, de responsabilités différentes, vous alertent sur les dangers contenus dans cette loi, peut-être devriez-vous en tenir compte. Merci. Merci, chers collègues. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement 2 rectifié terre. Avec un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 84 sur l'amendement 2 rectifié terre. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 339, nombre de suffrages exprimés 327, pour l'adoption 225, contre 102. Le Sénat a adopté. Donc les 2 autres amendements, bien sûr, tombent et l'article 2 est ainsi rédigé. L'article 3 supprimé, 3 amendements en discussion commune, 2 amendements identiques. Le 16, Monsieur Lévrier ou Monsieur Amiel, considère qu'il est défendu.
Oui, il est défendu, absolument. Défendu. Madame la ministre, le 22 est défendu aussi? Oui, identique. défendu. Le 3 est défendu, si j'ai bien entendu. Monsieur Dallier, est-ce qu'il y a une explication de vote? Oui, Madame Cohen. Je l'ai suscité. Hein. Oui, mais c'est bien. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous êtes conscient que nous n'allons pas voter les amendements qui sont proposés. Nous restons logiques avec nous-mêmes, c'est déjà pas mal. Et en 1945, au lendemain de la guerre, quand la sécurité sociale a été créée par Ambroise Croizat, l'apport du mouvement mutualiste était reconnu comme partie prenante de cette fondation majeure. Si le temps qui s'est écoulé a vu la mise en concurrence faire son œuvre, l'Union européenne notamment rapprochant le fonctionnement des mutuelles vers celui des assurances en niant les principes démocratiques et non lucratifs du mutualisme, il n'en demeure pas moins que les principes mutualistes restent essentiels et qu'il serait nécessaire de les conforter plutôt que de les remettre en cause, ce que nous n'avons pas cessé de dire depuis le début de cette discussion. Et ce texte ne va pas améliorer les choses, bien au contraire. Alors je ne vais pas détailler, mais je veux redire ici qu'en revenant sur le principe d'annualité des cotisations, vous allez fragiliser la mutualisation sur laquelle le modèle économique des mutuelles est assis. D'autre part, vous allez accroître le nomadisme médical où la seule question qui vaille est le calcul coût-avantage pour soi-même et rien que pour soi-même. Or, si les jeunes pourront individualiser leurs risques en se tournant vers les complémentaires santé les moins chers et offrant les couvertures les moins étendues, généralement d'ailleurs proposées par les banques assurances, nos aînés, eux, couverts pour 75% d'entre eux par une mutuelle, ne le feront pas car ils tiennent à bénéficier d'une bonne couverture santé compte tenu des risques plus grands qu'ils encourent, vieillissement, etc. Je n'irai pas plus loin, d'où le fait que nous n'allons pas voter ces amendements. Merci, chers collègues. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'amendement 3 rectifié de terre avec un double avis favorable commission et gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 85 sur l'amendement 3 rectifié de terre compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 328, pour l'adoption 226, contre 102. Le Sénat a adopté. L'article 3 est ainsi rédigé. Nous passons à l'article 3 bis AA avec 3 amendements identiques. Le 5, Monsieur Séguin. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour cet amendement, il est proposé de supprimer l'article 3 bis AA, introduit en commission, qui ôte toute capacité au réseau de pratiquer des remboursements différenciés, quelle que soit la profession concernée. Alors, ce que je disais tout à l'heure, comme indiqué l'autorité de la concurrence, les réseaux de soins ont un effet bénéfique sur les marchés concernés, tant pour les professionnels de santé affiliés que pour les assurés, même s'agissant des réseaux fermés. Donc la suppression de ces réseaux de santé risque de mettre en péril les contrats qui sont en cours, tout ce qui a pu être développé pour diminuer, pour aller dans le sens du pouvoir d'achat des Français, ce qui est recherché depuis le début de cette conversation. Merci. Merci, chers collègues. Amendement identique le 11, Monsieur Deligny. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Peut-être l'occasion d'un rappel. J'ai défendu ici, dans cet hémicycle, en tant que rapporteur, en 2013, une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale relative au fonctionnement des réseaux de soins créés par les mutuelles et aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels de santé. En effet, alors que les réseaux de soins qui existaient déjà n'étaient ouverts qu'aux organismes de prévoyance et aux sociétés d'assurance et non aux mutuelles, il s'agissait donc de les ouvrir à l'ensemble des organismes complémentaires, mais aussi en même temps de les encadrer conformément aux demandes de la Cour des comptes, des inspections générales des finances et des affaires sociales, et ce, dans l'objectif d'améliorer l'accès aux soins. Nous avons donc encadré le dispositif qui n'était pas du tout avec la garantie du libre choix du professionnel ou d'établissement par le patient, de critères objectifs, transparents et non discriminatoires pour l'adhésion des professionnels ou de l'établissement à la convention et l'interdiction de clauses d'exclusivité. Nous avons également proposé, très important, d'exclure du conventionnement tous les actes médicaux bénéficiant d'un tarif conventionnel de la sécurité sociale, quel que soit le professionnel. Alors aujourd'hui,
les réseaux de soins font l'objet d'une attaque, à nos yeux, injustifiée en matière d'accès aux soins, alors que la question de fond réside dans la désertification médicale. Ne leur faisons pas porter une responsabilité qu'ils n'ont pas. La réforme du reste à charge zéro n'enlève pas leur pertinence au réseau de soins, en tout cas sur les tarifs libres hors panier RAC 0. Je pense en particulier à l'optique, où le RAC 0 ne devrait concerner qu'environ 10% des équipements. Or, selon l'IGAS, le recours au réseau permet de réduire de 46% le reste à charge moyen sur l'achat de 2 verres adultes, par exemple. C'est pourquoi le groupe socialiste fera preuve de cohérence en défendant le maintien de la possibilité de modulation des remboursements via les réseaux de soins. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'amendement 18 identique défendu. Défendu. Merci, Madame la Ministre. Donc, je demande l'avis de la Commission sur ces 3 amendements. Oui, y compris sur le sujet qu'a évoqué notre collègue Daudigny. La Commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur ce sujet. Et donc, un avis favorable du Gouvernement. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission des affaires sociales sur les amendements identiques 5, 11 et 18, avec un avis de sagesse de la Commission, un avis favorable du Gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 86 sur les amendements identiques 5, 11 et 18. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 340, pour l'adoption 77, contre 263. Le Sénat n'a pas adopté. Donc, puisqu'il n'a pas adopté des amendements de suppression, je mets aux voix l'article 3 bis AA. Qui est pour cet article? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 3 bis A a été supprimé. À l'article 3 bis, l'amendement 7, Monsieur Mouillet, est retiré. 2 amendements en discussion commune. L'amendement 23, Madame la Ministre. L'obligation d'information des adhérents et souscripteurs et potentiels adhérents et souscripteurs imposée aux organismes assureurs a pour but d'aider les consommateurs à effectuer un choix éclairé. C'est pourquoi cette information doit d'une part être intelligible et compréhensible et d'autre part uniformément présentée par les différents organismes assureurs de façon à faciliter la comparaison. Ainsi, les 2 ratios prestations, cotisations, primes, frais de gestion, cotisations, primes répondent à ce double objectif. L'amendement présenté a pour objectif de préciser que ces 2 ratios doivent être présentés hors taxe, comme cela est le cas actuellement, de sorte que les éventuelles modifications de la fiscalité sur les contrats d'assurance ne viennent pas perturber l'information des assurés. Merci Madame la Ministre. L'amendement 6, Monsieur Séguin. Défendu. Défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, c'est un avis favorable. Un avis favorable sur les 2. Sur les 2 amendements. Monsieur le rapporteur. Excusez-moi. Pour le 23, avis favorable. Pour le 6, rectifié, avis défavorable. Défavorable. Madame la Ministre, sur le 6. Donc, défavorable au 6 rectificatif. D'accord. Donc, je mets aux voix l'amendement 23 du Gouvernement avec un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 6 avec un double avis défavorable. Il tombe, pardon, il tombe, oui, bien sûr. Il tombe. Donc l'article 3 bis est ainsi rédigé. Oui. Donc l'article 3 ter a été supprimé. À l'article 4, supprimé 3 amendements en discussion commune. L'amendement 4, Monsieur Dallier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Eh bien, cet amendement vise à faire en sorte que les dispositions que le Sénat vient d'adopter aux articles 1 à 3 puissent entrer en vigueur dès le 1er janvier 2020. Très bien. L'amendement 17, Monsieur Lévrier.
En quelques mots, merci Monsieur le Président. Par cohérence avec les amendements déposés en vue de rétablir les articles 1 à 3, amendements visés et réintroduire la disposition sur leur entrée en vigueur en conservant la date du 1er décembre 2020 au plus tard. L'objectif est de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, moyennant une correction formelle. Merci Madame la Ministre. Amendement 19. Pardon, défendu pour le 19, excusez-moi. Pardon. Donc, l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces 3 amendements. Oui, la Commission a donné un avis défavorable à l'amendement 4 et favorable aux 17 et 19. Madame la Ministre, j'imagine que c'est la même chose. Donc, même avis, mais je voudrais juste expliquer à Monsieur Dallier pourquoi il nous semble important de reculer la mise en œuvre au 1er décembre, parce que il faut que les assurés puissent regarder et interroger les droits complémentaires en ligne. Il faut que ce soit opérationnel au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Nous savons pour de multiples raisons qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure d'assurer cela aux assurés au 1er janvier. Donc, nous vous proposons un amendement qui recule la mise en œuvre au 1er décembre 2020. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'aurais préféré le 1er janvier 2020, mais je vais m'en remettre à vos arguments et je vais donc retirer mon amendement. Merci. Donc, je mets aux voix les 2 amendements identiques, le 17 et le 19, avec un double avis favorable donc, de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Donc, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'ensemble de la proposition de loi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement et le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 87 sur l'ensemble du texte. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 327, pour l'adoption 225, contre 102, le Sénat a adopté. Voilà pour l'adoption par les sénateurs de cette proposition de loi qui a été adoptée avec surprise puisqu'elle provenait bien du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale. Ce texte qui vise pour les assurés à pouvoir résilier leurs complémentaires santé, cela au bout d'1 an, sans frais et à tout moment. Cette possibilité de résiliation libre pourrait être synonyme de baisse des prix et des frais de gestion des mutuelles, notamment face à plus de concurrence. Sachez que pour l'UFC Que Choisir, cette association de consommateurs, le gain qui est à espérer pour les assurés serait de 1,2 milliard d'euros. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.